Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 7 avril 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et bienvenue à tous. C'est un sujet au cœur de tous les échanges à Niamey, la cherté de la vie que les consommateurs nigériens vivent dans leur chair. Précisément pendant cette période de Ramadan, le concours de plusieurs facteurs explique cette hausse vertigineuse des prix de produits dans les marchés, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Ibrahim Aboudou. Le panier de la ménagère se trouve dans un état très critique ces derniers temps au Niger, surtout en ce début du mois sacré de Ramadan, où la générosité des musulmans est beaucoup plus attendue envers leurs proches. Mais force est de constater que ce mois apparaît comme une occasion pour la plupart des commerçants d'augmenter exponentiellement les prix sur les produits de première nécessité qui ont déjà subi une baisse de la part des autorités nigériennes. Aucun droit de douane en fait n'a été augmenté ou majoré sur tous les produits là. Tous les produits de première nécessité, ça fera bientôt une décennie. Donc, vous avez vu la dernière circulaire qui a été signée sur 3 produits. Là, c'est le gouvernement, suite aux différentes rencontres qu'il a eues, que le Premier ministre a eues avec les importateurs, le gouvernement a décidé de lui-même de rabaisser les droits sur ces 3 produits qui sont le sucre, la farine et le lait. Les prix de ces produits restent inchangés sur le marché malgré la diminution des taxes, une situation qui est due à la commercialisation de l'ancien stock selon le collectif des syndicats, des commerçants et des agents de transit. Sur le marché, tout le monde constate qu'il n'y a pas eu de diminution. Et moi je dis que, c'est pour cela que je dis certains d'entre nous sont véreux. Même s'il va avoir les marchandises, ils ne vont pas diminuer. Mais le comité est là, censé travailler, c'est déjà assermenté. C'est le comité en fait à son tour qui doit faire son travail, vaille que vaille, pour que chacun soit mis dans les conditions qu'il faut. C'est le rôle du gouvernement de mettre en place un comité de prix, de contrôle de prix. Ce comité doit travailler de façon active. Comme cela, les citoyens que nous sommes, consommateurs que nous sommes, en même temps, nous revenons trouver sur le terrain qu'il y a eu un changement. Mais si jamais il y a une diminution à partir du 22 mars, je dis bien le 22 mars, alors que vous avez déjà le stock de marchandises qui sont sur le marché, qui sont en train d'être vendus. Et ces marchandises n'ont pas fait l'objet, n'ont pas bénéficié du traitement de réduction dont vous avez fait cas de figure. Je crois qu'en ce sens, le gouvernement a l'obligation d'interpeller les commerçants pour leur dire, voilà, même à travers la chambre de commerce, voilà ce que nous supposons, voilà ce qu'on veut. Il faut enlever ce qu'on appelle une subvention pour leur dire, moi je suppose que votre bénéfice est tel montant, je vais vous donner tel montant de mon mieux pour que vous réduisiez le prix aux consommateurs. L'État, garant avant tout du bien-être des populations, est interpellé de porter plus un regard particulier sur cette écrasante majorité de la population nigérienne qui vit les affres de la cherté de la vie. Jour du mois béni de Ramadan, le constat reste toujours les mêmes sur les marchés. Hamza Sakou, tout coûte cher malgré les cris de cœur des consommateurs. Les commerçants et les revendeurs restent de leur côté muets. Une situation qui a suscité ce commentaire d'Ismaël Moumouni. Le mois de Ramadan, un mois au cours duquel il est recommandé aux fidèles de jeûner et de multiplier les bonnes œuvres. Néanmoins, dans notre société à majoritairement musulmans, le Ramadan rime avec la flambée des prix et surtout des produits de première nécessité par les terroristes. Ces derniers ne sont pas ceux qui circulent en moto, munis des armes, mais plutôt ces commerçants véreux qui augmentent les prix. Des véritables hors-la-loi, ces commerçants véreux créent la psychose et la désolation auprès de la population. C'est normal que les commerçants font leur loi en augmentant les prix à leur guise, comme en face d'eux, ils n'ont pas d'autorité, mais plutôt des complices qu'ils ont amenés au pouvoir à travers des financements de campagnes électorales. L'État est incapable de lever le petit doigt pour ramener à la raison ces pseudo-croyants qui saignent à blanc les fidèles qui, après une journée d'abstinence, veulent leur rompre le jeûne avec des aliments riches en calories. Sinon, comment peut-on comprendre que ces commerçants véreux terrorisent les consommateurs
et que l'État laisse faire. À quoi sert alors la police municipale? Assurer la sécurité des mairies et de leurs responsables ou placer des sabots d'envers aux véhicules qui sont mal stationnés. En tout cas, parfois, on les voit aux abords des marchés, mais jamais dans le marché, pour corriger ces commerçants qui tirent les consommateurs, malgré la fixation des prix de certains produits. Du moment où certains produits ont vu leurs taxes réduites par la douane à cause du mois du Ramadan. Malgré la réduction des taxes sur ces produits, les prix demeurent inchangés sur le marché. Une situation qui s'explique à l'écoulement de l'ancien stock qui n'a pas bénéficié de cette réduction. Si ces consommateurs décident allègrement des prix des produits, c'est parce qu'ils savent que les consommateurs vont suivre les yeux fermés. Ces consommateurs spécialisés en critique mais incapables de sanctionner ces commerçants véreux en boycottant leurs produits. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, affirme un ancien chef d'État africain, en l'occurrence Thomas Sankara. Alors, consommateurs, ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui va contraindre ces commerçants véreux à mettre fin à cette flambée des prix à chaque Ramadan. Moumouni, l'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger, au chevet des populations nécessiteuses de certaines régions du Niger pendant ces mois bénis de Ramadan. Des kits alimentaires sont en train d'être distribués aux personnes ciblées. Le lancement officiel des distributions gratuites de ces kits a eu lieu hier mercredi au village de Fondou Meyaki dans le département de Balayara, région de Tillabéri, et c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, Dr Zaid Ben Moukhlid Al-Arbi, qui a donné le coup de voix. Un mois de partage, de bénédiction et de bienfaisance. C'est cette période précise choisie par l'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger à travers le centre Roi Salman pour assister les personnes démunies de 3 régions du Niger, à savoir Dosso, Niamey et Tillabéri. Au total, 9000 kits alimentaires composés du riz, d'huile, de farine de blé, du haricot, du sel et du sucre, à la grande satisfaction des bénéficiaires pour qui ce geste intervient au bon moment. Nous remercions très vivement la population de la Mecque qui nous a offert aujourd'hui de ces vivres. Vraiment, on est très content de ce geste. Vraiment, on est très content. C'est le moment où on attendait que c'est venu. Vraiment, on est très content. Nous remercions les gens de la Mecque pour ce don qui intervient au moment où les femmes en ont besoin. Nous disons merci aux généreux donateurs. C'est au village de Fondou Meyaki que l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger a officiellement donné le coup d'envoi de cette distribution gratuite des kits alimentaires. Aujourd'hui, nous voilà au lancement de distribution de kits alimentaires que le roi Salman Ben Abdelaziz, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, a vraiment bien voulu offrir à la population du Niger. Et aujourd'hui, on est dans le département de Tillabéri pour distribuer une partie de ces kits alimentaires. Ce don de kits alimentaires vient ainsi alléger les souffrances des populations bénéficiaires pendant ce mois béni de Ramadan. Une action saluée par les autorités nigériennes. Cet important don vient renforcer cette tradition dans la coopération entre le Niger et le Royaume d'Arabie Saoudite. En effet, cela fait des années que nous recevons des dons du centre en cette période. Permettez-moi de vous remercier au nom de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef du gouvernement, pour cet important don qui va certainement permettre à beaucoup de familles des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri de se conformer à l'une des prescriptions de l'islam concernant la rupture du jeûne. Le centre Roi Salman d'Arabie Saoudite n'est pas à sa première action au Niger.
Récemment, ce centre avait organisé des campagnes d'intervention chirurgicale dans le domaine d'urologie et de cataracte, respectivement à l'hôpital général de référence de Niamey et de Maradi. Plus de 400 000 personnes ont reçu cette année au Niger leur dose de vaccin contre la rougeole et la méningite, selon l'ONG Médecins sans frontières, MSF, qui a d'ailleurs mené cette action. MSF accompagne l'État du Niger dans la lutte contre ces maladies. D'autres précisions avec le coordinateur médical MSF, Dr Ernaud Mondésir. Dès qu'il y a eu notification des premiers cas dans la région de Tawa, MSF, à travers son équipe d'urgence, a mené des évaluations pour essayer un peu à côté aussi avec les districts sanitaires de Koni, pour essayer un peu d'évaluer la situation. Au cours de laquelle situation MSF, avec les districts sanitaires de Koni, ils ont mis en place, ils ont travaillé sur un plan de réponse qui a permis de mener certaines activités, notamment la mise en place des systèmes de surveillance, donc les renforcements, disais-je, des systèmes de surveillance, mais aussi la prise en charge des cas qui étaient déjà notifiés, mais aussi la mise en place d'un plan de riposte, ce qui a permis de pouvoir mener une campagne de vaccination dans cette zone. Mais aussi ailleurs, dans les autres régions, comme dans les autres districts sanitaires, MSF continue à travailler aux côtés du ministère de la Santé publique dans les transports des échantillons vers le laboratoire national, mais aussi, comme je disais, la prise en charge et la mise en place des plans de riposte. Pour la région de Tawa, précisément les districts sanitaires de Koni, MSF, avec les districts, ont pu vacciner dans 6 aires de santé, ce qui a permis de vacciner autour de 68 000 enfants. Et à travers ça aussi, MSF a donné des vaccins autour de 80 000 doses pour permettre de mener ces activités. Et aussi par rapport à la prise en charge des enfants qui étaient déjà confirmés, qui étaient déjà malades, MSF a pris en charge autour de 200 000, donc environ 200 000 patients qui étaient atteints de la rougeole. Au niveau de la région de Zender, particulièrement au district de Myria et de Zender, suite à l'épidémie de la rougeole et l'épidémie de méningite connue dans ces différentes zones. Au DRSP de la région de Zender, en total, MSF a pu vacciner en total 169 910 patients. Donc, comme le problème ne s'était pas seulement posé pour la rougeole au niveau de ces deux districts, au niveau de ces deux districts pour la région, il y a aussi la méningite. Donc la méningite concerne surtout 2 autres districts, c'est le district de Dungas et le district de Magaria. Donc en appui encore au district à la région de Zender, MSF a pu monter 2 choses. A pu faire la prise en charge à 2 niveaux. La première, c'est on a essayé de traiter les cas qui ont été identifiés. Et la deuxième, c'est mener une campagne de vaccination sur ces 2 districts. Maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé sur les 2 districts pour la prise en charge des cas qui ont été déjà identifiés. Commençons par le nombre total de cas qui ont pu être vaccinés, qui ont pu être traités. Au niveau des 2 districts, on a monté environ 9 sites de traitement. 5 sites de traitement au niveau de Dungas et 4 sites de traitement au niveau de Danchao qui se trouve dans la commune de Magaria. Donc à Danchao, on a monté un site au niveau du CSI de Danchao, CSI de Guetche, CSI de Bangaya et le CSI de Dangouchi. Et à ce niveau-là, on a pu traiter environ 304 patients. Alors qu'au niveau de Dungas, au niveau du district de Dungas, on a monté 5 sites. Les 5 sites sont surtout le site de Dungas, au niveau du CSI de Dungas, au niveau de Dogodogo, au niveau de Bangaza, au niveau de Dina. Et ces sites-là, pour ces sites-là, on a pu traiter environ 293 patients. Et ces patients-là concernent surtout les gens de 1 à 29 ans. Donc en total, on a pu traiter au niveau de ces 2 districts 597 patients.
Et ces sites sont restés vivants jusqu'au moment où l'on parle au niveau de ces 2 districts. Là, je parle de la prise en charge des cas qui ont été affectés par la méningite. Alors que pour la campagne de vaccination, ces 2 districts sont aussi concernés. Donc, on a mené cette campagne de vaccination dans les 2 districts et les 5 CSI de Dungas ont été concernés, plus les 4 CSI de Magaria que je viens de citer. Dans la totalité des cas vaccinés, en total, on a fait 191 381 cas de vaccins pour les gens allant de 1 à 29. Sport dans ce journal et c'est pour annoncer cette mauvaise nouvelle pour le monde sportif nigérien, notamment le monde balistique. En effet, le stade général Séni Kountché de Niamey vient d'être suspendu pour abriter les compétitions de la Confédération africaine de football CAFA catégorie senior. Une décision de cette instance de football qui vient donc pour remettre en cause encore les conditions de jouer dans ce stade de Niamey. Précision avec Saman Mouni. Interdiction formelle d'utilisation du stade général Séni Kountché pour tous les matchs internationaux senior A de la Confédération africaine de football CAF et de la Fédération internationale de football association FIFA. Ainsi en a décidé l'instance dirigeante de football africain CAF. Cette décision a été notifiée à la Fédération nigérienne de football FENIFOOT à travers un courrier en date du 5 avril dans lequel la CAF dit que le stade ne répond pas aux normes requises pour accueillir des matchs internationaux. Un coup dur pour la fédération, mais aussi pour les supporters, car dans quelques semaines, le MENA va jouer les préliminaires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Parce qu'il avait attiré l'attention de nos autorités sportives et politiques par rapport donc à cette affaire. Donc je pense que les gens n'ont pas quand même pesé l'ampleur de la chose, parce que la CAF, elle ne badine pas. Hein? Elle ne badine pas, c'est une affaire qui concerne le football et c'est elle qui gère le football. Donc, elle le gère sur l'ensemble, donc sur le monde entier. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on devait normalement prendre les choses au sérieux. C'est vrai, il y a un problème parce qu'on pense que le football ce n'est rien, ou le sport ce n'est rien, mais c'est quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en train donc de vouloir nous qualifier pour une 3e fois. Mais tant que nous ne jouons pas chez nous, c'est difficile. La gestion du stade émane des autorités en charge du sport. Voilà pourquoi le président des supporters lance un cri de cœur à l'endroit du père de la nation. Maintenant, comment faire? Donc les autorités maintenant sont interpellées pour que vraiment, moi je lance un appel au président de la République, M. Bazoum Mohamed, pour qu'il prenne les choses au sérieux, parce que ce n'est pas une affaire de la fédération, c'est une affaire de l'État. Et celui qui gère l'État, donc il doit s'assumer. L'État doit s'assumer par rapport à ça. Les moyens, c'est vrai, moi je sais qu'il y a eu beaucoup de correspondances échangées entre la fédération et les ministères. Le ministère aussi a fait un gros effort. L'État a fait un gros effort, mais c'est insuffisant. Et voilà, là où on est, moi je pense que vraiment, il faut pousser les choses pour que vraiment qu'on soit vraiment au même diapason que les autres pays. Aujourd'hui, le Mali, ça fait un an, le Mali a été suspendu. Là, ils ont repris à jouer chez eux. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas une affaire de 2-3 mois. Ce qui est évident, les tout prochains matchs du Niger, on va les jouer à l'extérieur, ça c'est clair. Donc ce n'est pas à blaguer. Je pense que vraiment, il faut que l'État s'assume. D'une capacité de 35 000 places, le stade a été construit par le feu général Séni Kountché, qui d'ailleurs le stade porte le nom. Ouvert en 1989, de cette date à aujourd'hui, le stade n'a pas subi de grands changements pour se conformiser aux exigences. Merci Ismaël Momouni. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce journal qui vient donc ainsi à son terme. Excellente nuit à toutes et à tous. Une fois de plus, bonne rupture. Au revoir.